Bon, d'entrée, je suis obligé quand même de rebondir là-dessus parce que, effectivement, jusqu'à présent, l'EFS avait le monopole des produits sanguins. Or, il se trouve que maintenant, il y a des produits sanguins, enfin, les médicaments des glycérines qui sont des anciens produits sanguins labiles de l'EFS et qui donc sont vendus par les laboratoires Octapharma. Donc, en fait, je pense que j'ai un conflit d'intérêts, puisqu'en fait, je travaille pour l'EFS, je préfère le dire quand même. Donc, on va donc essayer de voir ensemble un petit peu l'inactivation des pathogènes et les progrès qui ont été réalisés. Donc on va commencer par voir ça évidemment. Pardon, j'allais trop vite. Ça marche pas très bien. Voilà. Donc en fait, les progrès en sécurité transfusionnelle sont multifactoriels, c'est évident, puisque c'est grâce aux progrès de l'informatique, de l'identitovigilance, de l'hémovigilance, de la traçabilité, de la déclaration des incidents transfusionnels, mais aussi des formations, des comités de sécurité transfusionnelle, et tout ça évidemment entraîne une amélioration de la qualité de la transfusion sanguine. Après, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on progresse sur les qualités des produits, et on va essayer de voir ça au travers donc, de ce que fait l'EFS, et puis de tout ce qui se présente un petit peu dans le monde, et peut-être des nouvelles techniques qui apparaîtront dans les mois ou les années à venir. Alors, premièrement, donc, à l'EFS, donc, les progrès, c'est à travers les produits sanguins labiles, donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Et donc, la première chose, c'est d'éviter les risques, surtout infectieux, évidemment, mais aussi donc un petit peu tous les risques qui peuvent être liés au donneur, et on verra tout ça au fur et à mesure. Excusez-moi, c'est pas évident. Voilà. Donc à l'EFS, l'important c'est la sécurisation du don, et c'est de voir comment faire pour essayer d'avoir quelque chose d'efficace. On va commencer par l'interrogatoire du donneur qui est important, la sélection du candidat. C'est donc fait à l'EFS par un être humain, c'est important de le dire. Parce que peut-être que vous regardez donc, certains reportages sur le plasma, etc., qui étaient prélevés dans certains pays, et donc ce sont des automates, entre guillemets, ce sont de l'informatique qui sélectionnent les donneurs. C'est quand même un petit peu gênant, je pense, et il vaut mieux quand même que la sélection se fasse à partir des médecins et des infirmières de l'EFS. L'asepsie, donc, au niveau des points de ponction, c'est important. On dérive les premiers millilitres qui sont ponctionnés sur l'eau de sang pour éviter évidemment la transmission des bactéries qui pourraient être présentes à la surface cutanée. La qualification logique des dons qui progresse sans arrêt, on le verra au fur et à mesure. La déleucocytation systématique, donc c'est quelque chose quand même qui a été mis en place très tôt en France, en 98 pour tous les produits, sauf le plasma qui est arrivé en 2002, mais en 98 les plaquettes et les CGR étaient déleucocytés. La sécurisation par quarantaine pour certains plasmas, l'inactivation des agents pathogènes, on va le voir au final, et l'information post-don qui est très importante, qui permet donc comme ça d'arrêter pas mal de produits, parce que évidemment on sait très bien qu'il y a des pathologies qui seraient après le don. L'entretien de pré-don, donc ne pas nuire au donneur, c'est évident, c'est important, et ne pas nuire au receveur. Alors cet entretien de pré-don, donc j'insiste beaucoup, parce qu'effectivement il est fait par des médecins ou des infirmières, il permet d'éliminer 12% des candidats à peu près. C'est beaucoup, c'est peut-être trop, peut-être pas assez, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça permet d'avoir une sécurité maximale sur des pathologies que l'on ne peut pas soit dépister, soit que l'on ne connaît pas encore, etc. Donc c'est vrai que c'est important quand même de voir un petit peu ces journées-là. Au niveau de la QBD, la qualification biologique des dons, la numération sanguine est faite systématiquement pour éviter de prélever les gens qui auraient des taux de l'hémoglobine trop bas. En fait, c'est fait a posteriori, mais heureusement, on fait quand même toujours, on regarde les antécédents de l'hémoglobine pour prélever le donneur, sinon on fait l'hémoculture juste avant le don. Pour ce qui est de l'immunohématologie, donc on vérifie toujours les groupages, le résus, c'est évident, le phénotype, le résus quel au premier don, au deuxième don, c'est confirmé. Ensuite, normalement, on ne le refait pas, sauf s'il y a un problème quelconque ou une difficulté phénotypique particulière, ou si on a un phénotype rare qu'on veut confirmer. Voilà. La recherche d'anticorps anti-érythrocytaires s'est fait systématiquement, évidemment, et donc la recherche d'hémolyse anti-A, anti-B, qui est faite en fait plutôt par un taux d'anticorps anti-B plutôt que par la recherche de vrais des IgM. Donc en fait, on a donc quelque chose qui est quand même difficile effectivement à évaluer. Après, donc, on a la sérologie infectieuse qui est importante, évidemment, avec les anticorps VIH 1 et 2, avec les anticorps anti-VHC,
les anticorps anti-HBC et anti-HDS, les anticorps anti-HV 1 et 2, le dépistage de la syphilis systématique encore, le palu et le chagas qui sont faits uniquement si jamais il y a effectivement des séjours dans les pays endémiques. Ensuite, donc, maintenant aussi, on fait un diagnostic génomique viral depuis maintenant 2000 avec le VIH, le VHB, le VHC et puis le VHE uniquement pour certains plasmas, puisqu'en fait, le VHE, on le verra plus loin, n'est pas atténué par les traitements, et donc obligatoirement on teste le VHE. L'évaluation du risque résiduel, il est un risque donc théorique non avéré. Ça c'est uniquement avec les produits de l'EFS et les produits donc sanguins labiles qui sont donc les globules rouges, les plaquettes et le plasma thérapeutique. On est sur 1 sur 4 millions pour l'hépatite B, 1 sur 14 millions pour l'hépatite C, 1 sur 3 millions 4 pour le VIH et 1 sur 20 millions sans déleucocytation pour l'HTLV. Je vous rappelle que c'est déleucocité systématiquement depuis 2002, 98 pour les CGR et les plaquettes. On va voir maintenant le tour des produits sanguins, un petit peu tout ce qui se fait dans le monde, pour voir un petit peu maintenant quels sont les risques que l'on peut encore rencontrer, peut-être, mais aussi comment on pourra voir l'avenir là-dessus. Tout d'abord, les plasmas. Alors en France, on a 3 plasmas qui sont des produits sanguins labiles, 2 l'EFS, 2 qui sont fabriqués par l'EFS et 1 qui est fabriqué par le CTSA. Le plasma sécurisé par quarantaine, donc la quarantaine de 60 jours, le donneur revient 60 jours après, il est négatif, on libère le premier. Donc c'est très simple, si ce n'est que la complication vient du fait du stockage, il faut stocker beaucoup de plasma, il faut motiver les donneurs, il faut qu'ils soient disponibles, donc il faut les faire revenir. C'est pas évident non plus. Le plasma frais congelé bioratténué par motosalène, donc ça c'est un traitement pour voir un peu plus loin, et le plasma lyophilisé de l'armée, qui maintenant, à partir donc de ce mois-ci, est disponible pour l'EFS et pour les prescripteurs. Le plasma frais congelé traité par un motosalène. Donc c'est un plasma qui est issu d'aphérèse, un seul donneur ou de dons de sang. Et dans le don de sang, en ce moment-là, c'est un poolage de 2 à 5 donneurs maximum. C'est important de le dire, évidemment, la sélection a été faite conformément aux directrices de 2006, des bonnes pratiques, c'est important, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, donc, il est congelé dans les liens compatibles, il est déleucocité. Et donc, le traitement, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à donc, amener de la motosalène, qui est un psoralène synthétique, qui s'intercale de façon réversible dans les brins hélicoïdales de l'ADN ou de l'ARN, des pathogènes, et qui donc est une liaison réversible. Par contre, dès qu'on l'illumine avec les ultraviolets, cette liaison devient covalente, et donc à ce moment-là, il ne peut plus y avoir de réplication de l'ADN ou de l'ARN. Et donc, ça permet comme ça d'éviter la multiplication des pathogènes ou éventuellement des leucocytes résiduels. Donc c'est quelque chose qui effectivement est relativement simple. La motosalène c'est le S59, mais il est toxique quand même, donc il faut quand même l'éliminer ensuite. Donc il y a un filtre ensuite pour éliminer le restant de la motosalène. Voilà donc le plasma collecté. Le S59, l'élimination qui se fait sur donc en fait tout simplement une photocopieuse, en gros. Un peu amélioré quand même. Et donc ensuite donc, on a l'absorption du résidu et le produit final. J'ai emprunté ça à Baxter, mais ils ne sont pas contre, puisque c'est grâce à nous qu'en fait que peut-être, on verra plus loin, le procédé a été choisi au niveau français. Voilà la machine à éliminer. Vous voyez que quand même j'ai mis ça parce qu'en fait on voit que c'est en 98 les premières éliminations, donc c'est quand même assez ancien comme recherche. Voilà la machine, donc tout simple. Alors, ça entraîne quoi? Ça entraîne qu'on a une exertion d'un large spectre d'agents pathogènes, en particulier sur les virus enveloppés. Ça marche quasiment sur tous les virus enveloppés, le VIH1 l'HTLV, l'HBV, l'HCV, le CMV, bon, il n'y a plus un problème. La dengue, enfin, plus un problème, c'est au niveau transfusionnel, évidemment. La dengue, le chikungunya, le West Nile, qui sont des virus émergents, le coronavirus, le SRAS et la grippe, mais aussi le Zika. Ça marche sur les virus non enveloppés, dont le parvovirus B19, mais pas sur tous, et on le verra un peu plus loin. En particulier, ça ne marche pas sur le VHE. Les bactéries gram positifs, gram négatifs, aérobie, anaérobie, ça marche très bien. La syphilis et la maladie de Lyme, ça marche très bien sur les spirochètes, et sur les parasites aussi, le palu, le chagas, et la leishmaniose ou la babésiose. En plus, évidemment, ça inactive les lymphocytes T résiduels, ce qui est intéressant quand même pour la réaction du greffon contre l'hôte.
Le marquage a été obtenu donc, en 2002, le marquage donc, de CE, donc ACE3. L'approbation par l'AFSAT en 2005 pour les plaquettes, 2006 pour les plasmas. C'est quand même assez vieux. Depuis 2005, les plaquettes, donc, c'est utilisé très largement. Toute l'Alsace l'utilise en permanence. Il n'y avait que l'Alsace en France qui l'utilisait. Alors c'est un petit département, par rapport au reste de la France évidemment. Et puis donc dans les îles, donc c'est utilisé évidemment de façon assez importante. Par contre pour le plasma, c'est utilisé donc, depuis longtemps un petit peu partout en France. Alors le VHE. Le VHE, donc il n'y a pas de recommandation actuellement dans le monde pour donner des produits VHE neg à des patients. Par contre, l'EFS, quand même, suite à pas mal de publications, donc on sait qu'il y a des transmissions de VHE chez les patients qui ont reçu beaucoup de produits sanguins, en particulier sur les échanges plasmatiques. De ce fait, on a proposé donc à l'EFS des produits VHE négatifs. C'était déjà le cas quand on faisait du plasma SD. Donc, et puis donc maintenant, on le fait sur les plasmas IA ou sur les plasmas sécurisés. Alors c'est recommandé quand même par l'EFS et pas par l'HS, je précise bien, dans les greffes d'organes, dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques, dans les déficits immunitaires sévères et dans les hépatopathies chroniques. Les besoins en France sont estimés à peu près à 15%. Bon, on a un stock de plus de 20% de plasma sur la France, donc quand même presque un surstock de plasma VHE négatif, donc il n'y a pas de problème pour le fournir, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les prescripteurs oublient souvent de demander dans ces indications-là le plasma VHE négatif, alors que je pense que c'est quand même un avantage pour les patients. Le risque prion, c'est évident que ces traitements par psoralen ne font rien du tout sur le prion. A priori, on ne sait pas trop, mais enfin, il n'y a pas de raison. Donc c'est vrai que par contre, le risque prion, c'est un problème un petit peu donc, théorique, parce qu'on n'a jamais eu de cas de Creutzfeldt-Jakob sporadique donc, par transfusion. Par contre, il y a eu des variants qui ont été transmis. Hein. Il y en a eu 4 donc, par concentré globule rouge aux États-Unis, au Royaume-Uni, et un par médicament dérivé du sang. C'est vrai que ce sont des produits qui sont utilisés au Royaume-Uni ne sont pas des leucocytés, donc ça peut peut-être expliquer pourquoi on n'a rien eu en France, hein, puisqu'on n'a eu aucun cas du nouveau variant de Creutzfeldt-Jakob transmis par la transfusion. Donc on considère que maintenant le risque de transmission de prion via le plasma est théorique. Le plasma lyophilisé français, deuxième, c'est le Pélio, qui vient donc d'être juste mis actuellement à la disposition des prescripteurs. C'est un produit quand même qui coûte relativement cher, 370 € le flacon. C'est un produit donc qui est à reconstitution très simple par contre. Hein. Donc de l'eau pour préparation injectable, température ambiante 2 à 25 degrés, donc c'est facile à transporter pour les SAMU par exemple. C'est intéressant évidemment pour les cellules de crise, en cas d'attentat ou autre, ça paraît très intéressant effectivement. Donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui va permettre d'être utilisé parfois, mais pas quand même, ça ne remplace pas quand même le plasma que l'on connaît actuellement. C'est un produit donc qui effectivement est cher et qu'il faudra faire attention un petit peu à l'usage. D'autre part, il a une péremption de 2 ans, ce qui fait qu'on a en même temps le temps, mais en même temps, si on n'utilise pas, il faut quand même voir un petit peu ce qu'on va en faire. L'avantage, c'est qu'il est fabriqué à partir de 10 donneurs maximum issus d'aphérèse. C'est traité intercepte motosalène, donc pas de risque du tout de transmission virale, sauf le VHE naturellement. En plus, on n'utilise que des produits donc, de groupe sanguin A, B ou AB, ce qui permet effectivement d'éviter d'avoir une nécessité de groupage sanguin, hein, puisqu'en poulant comme ça du A, du B et du AB, on a un plasma universel pour le groupe AB0. Voilà comment il se présente. Donc, se présente avec donc, le plasma lyophilisé, de l'eau pour préparation injectable et le système pour remettre en suspension plus le transfuseur. On peut le présenter en sacoche de 4, ça c'est pas mal pour les SAMU éventuellement, on verra un petit peu. Et puis donc, la reconstitution c'est simplement comme ça, et après il faut agiter pendant environ 6 minutes. Alors les militaires disent comme un biberon, exactement pareil. Donc c'est quand même très facile, très simple. Le plasma frais congelé fluoroatténué par solvant détergent, PFC-SD, c'est un médicament dérivé du sang. C'est un produit que fabriquait le FS il y a encore quelques temps, mais qui donc on nous a demandé d'arrêter, puisque ça a été considéré comme un médicament, que donc c'est obligatoirement
un produit pharmaceutique, il faut donc l'agrément pour fabriquer, l'agrément pharmaceutique pour fabriquer ces produits-là. Donc l'EFN ne pouvait plus le faire, donc on a arrêté, et donc on s'est tourné vers le plasma SE, sécurisé, que l'on avait déjà, et le plasma IA, que l'on n'avait pas et qu'on a mis en place. Alors c'est un plasma donc, qui vient de plasma de donneurs issus du monde entier, rémunérés éventuellement, qui sont donc des plasmas de sang total, avec plus de 1000 et 1500 doses. Et comme je vous ai dit, si jamais vous avez vu le reportage d'Arte, vous avez pu vous rendre compte que le système était quand même un petit peu perverti par les toxicomanes et tout ce qui va autour. Et donc c'est quand même très gênant, un petit peu, de voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. D'après la commission de transparence donc, du 20 juillet 2016, il n'y a pas de raison d'utiliser plus spécialement l'octaplase LG pour les risques allergiques, immunologiques et infectieux, ni non plus vis-à-vis du prion. Alors ça c'est vrai que c'est important parce que Octaplase était arrivé en disant moi je suis moins allergique, je n'ai pas de problème, etc. Bon, ça a été prouvé que non, que c'est exactement pareil. Alors maintenant on va voir un petit peu les plasmas plus exotiques, je dirais, qui n'existent pas en France, qui ne sont pas autorisés en France. On a le plasma congelé traité par riboflavine, la vitamine B2. Vitamine B2 plus lumière, ça permet d'oxyder les acides nucléiques, les pathogènes, et d'empêcher l'activation. Donc c'est valable sur tous les virus, évidemment, sur les bactéries aussi, et c'est surtout aussi valable sur les virus non enveloppeux comme l'hépatite A, ce que, évidemment, ne fait pas le traitement, par contre, de l'intercept motosalem, par contre, qui, a priori, ne fonctionne pas sur l'hépatite A. Quelques pays européens ont encore ce procédé, bon, mais en France, donc, c'est pas utilisé. Ensuite, on a donc le plasma traité au biométhylène, ça vous avez tous connu, je pense. C'était un produit qui était utilisé en France aussi. C'était simple parce que c'était monodonneur, donc c'était un seul don, le biométhylène, on obtenait le produit très facilement. Par contre, bon, c'est vrai qu'on a eu quelques déceptions, en particulier par rapport aux allergies qui étaient assez fréquentes, et le taux de fibrinogen qui était très variable. Donc ce plasma a été retiré du marché en France depuis 2011. Il y a encore un plasma qui est intéressant quand même, le plasma d'Octapharma, qui est donc la même chose que l'octoplasme, mais qui donc est fabriqué à partir de millionnaires, mais surtout par contre dans lequel on rajoute des fractions A et B libres pour comme ça inhiber et neutraliser les anticorps anti-A et anti-B, ce qui permet d'avoir donc un plasma universel. Bon, c'est en cours pour l'instant et personne n'utilise dans le monde encore de façon régulière. Les autres plasmas lyophilisés donc autorisés en France, donc il existe le plasma lyophilisé sud-africain, qui est donc l'avantage c'est que c'est le même petit peu que le français, si ce n'est qu'il est traité par solvant détergent, alors qu'en France, l'armée le traite par intercept amotosalem. Il est universel, donc ça c'est pas mal, comme le français. Le plasma lyophilisé allemand, qui lui est issu d'un seul donneur, par contre donc, le problème c'est que donc, il faut respecter la compatibilité à B0. Il est sécurisé par quarantaine, donc il n'y a pas de problème particulier non plus. Voilà un petit peu la répartition des plasmas, comment ils sont utilisés dans le monde. Donc on a la quarantaine là, le solvant détergent, le biométhylène, l'intercept motosalem et la riboflavine. Donc en France, évidemment, donc on retrouve la quarantaine, le SD qui est évidemment européen, qui est fabriqué par Octapharma, et puis donc l'intercept motosalem qui est fabriqué par l'EFS. On voit qu'effectivement, donc en France, hein, vous le savez, on est sur les QBD. D'accord. Alors qu'il y en a qui ne font pas la QBD, comme la Norvège ou la République tchèque. On a donc la Suède non plus qui ne veut pas la QBD. On a une rémunération de certains en Allemagne, pas tous, hein, mais certains, parce que ça dépend un petit peu de qui c'est qui prélève. En Tchéquie, donc aussi, et en Russie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, donc, le solvant détergent Octapharma est utilisé à 100% en Finlande. C'est un monopole. En Norvège, 100% aussi. En Suède, c'est quasiment 100%. Parce que là, on a que ça, il reste un petit peu de plasma natif, c'est tout. Donc c'est vrai que dans ces produits donc, un petit peu du Nord, là, Octapharma a pris le monopole et on peut se dire, bon, mais après, qu'est-ce qu'il en est un petit peu au niveau des prix, au niveau de... C'est quand même un petit peu gênant. Donc je crois qu'il faut quand même essayer de pouvoir avoir justement plusieurs produits, c'est toujours intéressant. La concurrence, par contre, c'est vrai que c'est toujours bon, hein, puisqu'en France, le plasma qui était quand même aux alentours d'à peu près 200, on peut préférer 150, 180 euros, les 200 millilitres, est passé à 85. C'est quand même intéressant, effectivement, ça fait baisser les prix. Voilà.
Ensuite, donc, quelque chose d'encore intéressant, c'est qu'il y en a qui ne font pas de leucoréduction encore. Donc ça, c'est pas mal. Alors, deuxième type de produit, après les plasmas, qui sont quand même depuis longtemps utilisés avec leur inactivation, ce sont les plaquettes. Alors les plaquettes, donc c'est un peu plus récent, bien que je vous ai dit c'est fait depuis 2005, mais on ne l'utilisait pas du tout en France. Or, en 2015, on a demandé à la région Pyrénées-Méditerranée de faire une étude pour voir un petit peu la faisabilité de ce traitement, de voir si ça retardait la mise à disposition des plaquettes, si ça retardait la disponibilité, on l'a vu, mais aussi si ça retardait l'efficacité du traitement. C'est qu'en fait, excusez-moi plutôt, c'est qu'en fait les plaquettes doivent être traitées dans les 24 heures, mais pour voir si c'est possible ou si c'est réalisable ou pas. Donc tout ça, ça a été un petit peu étudié, ça permet de voir effectivement que tout était faisable, mais qu'effectivement ça avait un certain coût. Alors, les concentrés de plaquettes, ils ont trois possibilités pour être inactivés. Donc on a la technique UVC, ce sont des ultraviolets de courte longueur d'onde, le Theraflex. L'avantage, c'est qu'on ne rajoute rien au produit, et que donc c'est uniquement les ultraviolets qui sont efficaces pour éviter la réplication des virus, des bactéries. Et donc c'est vrai que ce traitement semblait intéressant, malheureusement, c'est resté à l'état de recherche, parce qu'il y a quand même pas mal de virus ou de bactéries qui n'étaient pas efficaces, où le traitement n'était pas efficace. Le traitement par riboflavine, on l'a déjà vu, hein, c'est donc l'ultraviolet large, c'est le Mirasol qui est utilisé aux États-Unis pour les plaquettes. La technique amoxicillin, donc c'est celle qui a été retenue en France, d'accord. Donc je vous l'ai déjà dit, en 2005 et 2006. Alors comment ça se passe? Eh bien, donc on prélève le plasma sur une solution de conservation qui est l'Intersol. Ensuite donc on passe ces plaquettes sur le S59, on l'illumine, on absorbe et on a un produit fini. Ça donne quand même du travail, ça donne pas mal de trucs, et puis ça retarde beaucoup la mise à disposition. Bien qu'on est arrivé à récupérer autrement, mais que c'est compliqué par rapport au retour de collecte, etc. Alors donc voilà les résultats que donne donc sur les plaquettes, donne donc le traitement Intercept Amoxicillin donc de Cyrus de chez Baxter. On voit que c'est très efficace donc sur les HIV, c'est efficace sur l'HDV, sur l'hépatite C évidemment, donc c'est efficace sur tous les virus à peu près connus et enveloppés. C'est efficace sur les staph, c'est efficace sur les strep, c'est efficace sur les hystéria, etc. Sur les grammes négatifs, c'est important pour nous parce qu'on a quand même pas mal de Yersinia antirolytica parfois, enfin, pas mal. Avant on en avait pas mal, on en avait moins en moins supposément. C'est très rare maintenant, mais quand même on en avait pas mal à l'époque. Ça c'était intéressant. Et puis c'est actif sur les lymphocytes T, on s'en doutait évidemment, puisqu'on a vu tout ça tout à l'heure, pour le plasma. Donc par contre ça c'est intéressant quand même de voir que selon le laboratoire quand même, hein, mais c'est vrai que donc on n'a pas retenu là-dessus l'efficacité plaquettaire, c'est qu'en fait donc le pH, la morphologie, la P-sélectine, la capacité de déformation des plaquettes, tout ça, donc évidemment ça ne varie pas. Donc je dirais même que c'est mieux traité que non traité. Bon, ça c'est, je ne sais pas comment ils arrivent à ça, mais bon. Voilà. Ensuite, donc ça c'était plus intéressant, et ce qui quand même nous a permis quand même de vérifier un petit peu que c'était efficace, c'est la recirculation donc à 1 heure. Déjà la recirculation à 1 heure est la même que l'on utilise le test ou qu'on utilise la référence. Par contre, on voit très bien d'entrée que les produits sont moins dosés lorsqu'ils sont traités par Intercept Amoxicillin que lorsqu'ils ne sont pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé ensuite dans notre étude. Alors, au niveau, donc, si on rapporte par rapport à la dose, évidemment, on s'aperçoit que leur recirculation est la même. L'intéressant aussi au niveau clinique, c'est qu'il n'y a pas eu de patients qui ont eu plus de saignements, il n'y a pas eu plus de transfusion de globules rouges, il n'y a pas eu de temps plus long entre la transfusion de plaquettes, il n'y a pas eu non plus, donc au total, de doses supérieures de plaquettes reçues par les patients, et le nombre d'effets d'examen n'a pas été augmenté. Ça, on l'a retrouvé nous aussi dans notre étude, bien que ce n'était pas ce qui nous était demandé, puisque ce qui nous était demandé, c'était vraiment donc, de vérifier la faisabilité. Conclusion, le S59 inactive les plaquettes, inactive les virus là, et peut être utilisé pour les thrombopénies chez les patients. Alors, ce traitement va être obligatoire en France courant 2017. On ne sait pas trop encore quand, a priori ça sera sûrement avant l'été pour notre région, et donc il va être obligatoire.
Et donc, je vais vous parler un petit peu de cette étude qu'on a fait, l'étude IPP, impact du procédé intercept empilé. Donc, l'intérêt, évidemment, c'est le risque bactérien, d'accord? 1 sur 58 pour 100 000 pour les plaquettes, 0,09 pour 100 000 pour les globules rouges. Vous voyez que les plaquettes qui sont conservées à température ambiante sont bien plus à risque pour les bactéries que les globules rouges. Alors, par contre, ce qui est peut-être fait pencher la balance assez rapidement, c'est qu'effectivement, en octobre 2014, on a eu des chikungunya à Montpellier, 11 cas autochtones, 5 cas autochtones de dengue à Nîmes en 2015, un West Nile virus humain en 2015 à Nîmes, toujours, puisqu'on a pu donc que là, il y ait une épidémie de Zika dans notre région. Donc c'est vrai que ça fait pencher très rapidement la balance, et que donc il a été décidé de mettre ça en place avant l'été 2016, éventuellement, si on peut, c'est pas sûr encore, mais si on peut. Alors donc, pour voir l'étude que l'on a fait donc, du 7-9-2015 au 7-12-2015, avec la période de référence qui est donc l'année d'avant, on s'aperçoit qu'on avait traité un peu plus de patients l'année d'avant, un peu moins en 2015, que donc le nombre de patients a diminué entre les deux périodes. Par contre, le nombre de plaquettes transfusées par patient a augmenté, puisqu'on est passé de 3,6 à 4%, soit plus 11% de nombre de produits plaquettaires. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, comme la QPA moyenne des produits plaquettaires était plus faible, 3,92 versus 4,52, donc un différentiel de 13%, ça explique pourquoi donc, on a délivré plus de concentré de plaquettes. Je vous rappelle quand même que la facturation se fait à la QPA, donc au niveau en fait, de la facturation, ça ne change absolument rien. Donc en fait, on a traité plus souvent les patients, enfin plus souvent, avec plus de produits, d'accord, mais au total, une QPA moyenne cumulée qui est à peu près pas significative au niveau différentiel, puisqu'on est à moins 3%. Pareil pour le nombre de CGR transfusés dans les 16 jours après transfusion, moins 2%. L'âge moyen, ça c'était pour nous, pour voir un petit peu la faisabilité. On voit qu'on n'a pas vraiment de différence, mais malgré tout, on s'est défoncé pour pouvoir arriver à faire cette étude. Donc c'est pas sûr que l'on puisse faire ça en continu sans avoir un petit retard de mise à disposition des CPA. Et pareil pour les MCP, les mélanges de concentrés de plaquettes, CPA, concentré de plaquettes d'aphérèse et l'MCP. Voilà. Ce sont les deux produits qu'on utilise. Donc comme vous pouvez le voir, ce traitement donc, va impacter quand même au niveau du nombre de plaquettes, de produits, mais pas au niveau de la QPA reçue par le patient. Donc c'est quelque chose que nous, il va falloir qu'on anticipe, évidemment. On va donc prélever plus de produits, en fait, donc obligatoirement, mais qui auront des quantités plus faibles. Voilà, pour les plaquettes. Ensuite, pour les CGR, donc pour l'instant, c'est toujours à l'état de recherche. Et je crois que ça n'a pas beaucoup avancé depuis 2 ans, là. Ça ne bouge plus. Hein. Je crois que finalement, c'est un petit peu en recul. J'avais une idée de traiter donc, par un agent alkylant dégradable, le S303, toujours Cyrus. Le principe il était donc de mettre ce liant qui avait une dégradation donc, plus lente que la possibilité de se lier dans les chaînes bicaténaires. Et donc ça permettait comme ça, donc, effectivement, peut-être de pouvoir entraîner des liaisons covalentes. La dégradation des produits était donc toxique, ça a été montré. Malgré tout, ce n'est pas efficace. Et donc pour l'instant, c'est arrêté complètement. Alors c'est pareil, ça marchait bien surtout, c'est sûr que quand on arrive à faire quelque chose, après ça marche, mais le problème c'est que dans le CGR lui-même, ce n'était pas utilisable. C'était qu'en recherche, in vitro, que l'on arrivait à avoir des résultats comme ça. Ça marchait bien pareil sur les grammes négatifs, ça marchait bien sur les grammes positifs. L'intérêt aussi, par contre, c'est que l'hémolyse ne changeait rien. À 42e jour, on était toujours à peu près à donc 70% de CGR, de globules rouges non hémolysés, ce qui est le cas déjà avec nos produits. Le potassium extracellulaire non plus n'avait pas bougé, l'ATP non plus, et le glucose non plus. Donc ça même c'était une bonne chose, effectivement, ça me paraissait intéressant. Pour l'instant, ça ne bouge plus, donc je ne suis pas sûr qu'on trouve quelque chose. Donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas de solution pour les globules. Peut-être à l'avenir, mais ce n'est pas encore ça, c'est de travailler à partir des cellules souches, donc on le sait, et que peut-être donc l'avenir, c'est qu'on n'aura plus besoin de traiter les produits, puisqu'on utilisera l'acide de souche nickel, et qu'on pourra arriver à quelque chose de plus intéressant. Voilà. Pour l'instant, traitement uniquement des plasmas et des plaquettes. Voilà.